Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Le 15 juillet 2016, en Turquie, des putschistes, membres de l'armée, tentent de faire tomber le président Recep Tayyip Erdogan. C'est un échec, mais les représailles ne se font pas attendre. Plus de 40 000 personnes sont arrêtées, 110 000 fonctionnaires, des enseignants, des magistrats, des policiers ont été licenciés. 6 mois plus tard, nous avons décidé de faire le point dans notre émission sur l'état des libertés fondamentales en Turquie et sur l'avenir du pays. Y a-t-il encore une liberté d'expression, une liberté de la presse, une liberté religieuse en Turquie? Où va s'arrêter l'autoritarisme d'Erdogan? Nous allons en parler avec nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors tout d'abord, Mehmet Köksal, vous êtes journaliste belgo-turc, vous êtes chargé de projet à la Fédération européenne des journalistes. Et à vos côtés, Vincent Effling, donc vous êtes chercheur à l'UCL et plus particulièrement au CECRI, donc au Centre d'études des crises et des conflits internationaux. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de revenir justement sur les conséquences de ce coup d'État avorté, le coup d'État en lui-même, est-ce que vous pourriez nous résumer, peut-être Vincent Effling, ce qui s'est passé le 15 juillet dernier en Turquie? Il y a eu une tentative de la part des forces armées de renverser donc, le président Erdogan. Et suite à cette tentative qui a finalement échoué, et qui a échoué assez vite, en dépit du fait qu'il y a quand même eu quelques zones de combat, particulièrement notamment à Istanbul, où ça a été assez violent, mais ça ne s'est pas étendu encore à l'ensemble du pays, eh bien, il y a eu une répression assez importante qui s'est déroulée, qui se déroule d'ailleurs toujours, et ça a finalement accentué la concentration du pouvoir entre les mains du président Erdogan, et ça a également accentué en fait toute une série de purges. On pense notamment à la purge dans les milieux journalistiques, dans la magistrature, etc. Mais quand on regarde un peu plus dans le passé, en fait, ces purges, elles avaient déjà été entamées avant le coup d'État. Donc ce coup d'État en fait a surtout servi de catalyseur pour, au travers notamment de l'état d'urgence qui a été décrété, eh bien ça a délié les mains d'Erdogan et ça a lui permis d'accélérer toute une série de purges en cours. Alors, Mehmet Köksal, en fait, il se fait que par hasard, vous étiez en Turquie pendant le coup d'État en vacances, dans votre famille. Quelle était l'ambiance finalement sur place? Est-ce qu'il y avait un soutien de la population pour Erdogan ou voilà, quelle était l'opinion finalement de la population par rapport au coup d'État? C'est bien que vous le rappeliez. Effectivement, le 15 juillet 2016, en fait, j'atterrissais à l'aéroport d'Eskişehir. C'est de là d'où sont originaires la plupart des Turcs de Belgique d'ailleurs. Donc c'est la localité à environ 300 km d'Ankara. Je dois dire qu'au début du coup d'État, donc après avoir mis en sécurité les membres de ma famille dans un appartement, je suis sorti comme tout bon journaliste voir un peu, essayer de sentir le pouls de la population. Et je vous avoue qu'au début, tout le monde se regardait. J'étais dans un café, tout le monde se regardait en disant « bon, quel côté va gagner ce coup ?» parce qu'on a envie d'être avec les gagnants. Et donc j'étais persuadé, moi, après le coup, que si les putschistes avaient gagné, la moitié des gens qui avaient manifesté pour Erdogan étaient prêts à manifester pour les putschistes. Aussi, l'autre sentiment, c'est le réflexe des gens à Eskişehir, dans les rues d'Eskişehir. Donc évidemment, il y avait des voitures un peu comme un mariage turc, donc qui défilaient avec des klaxons, etc. J'ai pas vu des chars, mais j'ai entendu beaucoup d'avions décoller de l'aéroport. Il y a un aéroport militaire assez important là-bas. Et les gens accouraient vers minuit, etc., pour acheter des provisions. Et moi qui suis un peu naïf, je pensais qu'il y avait des promotions, des soldes, voilà, c'est le 15 juillet en Turquie peut-être. Et je demandais aux habitants, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous achetez plein de pain, de farine et tout? Et une vieille personne me dit, mais mon petit, je crois que tu n'as jamais connu la guerre et jamais connu de coup d'État. Eh bien, évidemment, cette personne parlait en connaissance de cause, puisque la Turquie est célèbre pour ses coups d'État. Il y en a eu assez dans l'histoire récente de la Turquie. Et donc, les gens achetaient littéralement des bacs d'eau, de la farine et de l'huile, etc. Donc, c'était assez impressionnant de voir la panique dans la population. Ouais. Alors, vous l'avez dit, Vincent Effling, les purges, très vite, finalement, dès le lendemain, il y a commencé à y avoir des arrestations, vraiment une purge dans certains milieux. Ça donne quand même l'impression qu'il y avait peut-être déjà des listes qui étaient faites auparavant et que finalement, Erdogan, alors peut-être ne s'attendait pas au coup d'État, mais en tout cas était prêt à réagir et à faire taire ceux qui étaient contre lui. Oui, alors,
Déjà, au lendemain du coup d'État, Erdogan a tout de suite pointé du doigt les goulinistes, donc les membres de la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, avec lequel, en fait, auparavant, il entretenait de très bonnes... Juste, effectivement, Fethullah Gülen qui est exilé aux États-Unis, voilà, pour ceux qui ne Donc il savent pas. entretenait à la base de très bonnes relations avec cette confrérie. Les choses se sont corsées au fil des années. Il y a eu des divergences de vues entre les deux hommes, si bien que maintenant on en est au stade de la guerre ouverte. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que durant des années en Turquie, sous l'égide de l'AKP, c'était une bonne chose en fait de faire partie de cette confrérie pour faire avancer sa carrière professionnelle. C'était quelque chose à mettre en avant. Et donc au final, les gens qui appartenaient à cette confrérie, ils étaient connus. On savait déjà très bien qui ils étaient. Et alors, à côté de ça, il y avait encore des reliquats au sein de l'appareil sécuritaire qui étaient très proches des milieux kémalistes et que Erdogan n'avait pas su démettre de leurs fonctions en dépit de la durée de sa présence au pouvoir. Et donc, ces gens-là étaient connus aussi. Donc, au final, les goulénistes et les kémalistes purs et durs de l'appareil sécuritaire étaient connus des autorités et du gouvernement d'Erdogan. Donc ça a facilité évidemment les arrestations. Évidemment. Alors un des secteurs qui était le plus touché par ces purges, c'est les journalistes. Alors Mehmet Köksal, c'est vrai que même déjà avant ce coup d'État avorté, la Turquie était championne du monde des emprisonnements de journalistes. Oui, championne du monde, mais pas juste avant. En fait, donc, la presse en Turquie ne s'est jamais bien portée. Hein. Donc le tournant autoritaire d'Erdogan date de la période où il décide d'abandonner ces réformes pro-européennes, d'écouter la Commission européenne, parce qu'il sent qu'il ne peut pas gagner dans l'électorat quelque chose en continuant les négociations avec les Kurdes ou en essayant de prendre des décisions importantes sur des tabous dans la société turque, le génocide arménien, la paix avec le PKK, la liberté religieuse pour les Alévis, etc. Donc il y avait un certain nombre de questions qui étaient régulièrement pointées du doigt par la Commission européenne. Vous savez que la Commission publie chaque année ses rapports de progrès pour les pays candidats. Donc la Turquie est un pays candidat. Donc il y a des points régulièrement qui reviennent non seulement sur ce terrain-là, mais aussi sur d'autres axes. Et je dois dire que dans le monde économique, belge, européenne, les gens sont assez friands lorsqu'un pouvoir commence à s'occidentaliser, à être pro-business, à assurer la stabilité des investissements qui vont se faire dans ce pays. Au moment où Erdogan sent qu'il n'y a plus, si vous voulez, d'électorat à capter en faisant ce genre de réformes, il commence à avoir son tournant autoritaire et donc à ce moment-là, on voit les purges. La Turquie était championne et puis, petit à petit, suite à la pression de la communauté internationale, du monde des syndicats de journalistes au niveau européen, international, petit à petit, les journalistes étaient libérés, mais toujours poursuivis. Avant le coup d'État, je me souviens d'avoir regardé les statistiques, on avait 34 journalistes, donc on revenait de 106 journalistes en prison, 34 derrière les barreaux. Et évidemment, après le coup d'État, vous avez vu, il y a eu 80 nouvelles incarcérations, 3000 journalistes qui ont perdu leurs emplois du jour au lendemain sans indemnité, sans rémunération, des milliers de familles affectées par l'absence de salaire. Donc il faut savoir que les gens se focalisent beaucoup évidemment sur les journalistes en prison, mais il y a aussi des journalistes sans emploi, des familles sans passeport. Des personnes qui n'ont plus de revenus et n'ont plus accès à leur compte en banque. Oui, donc des gens qui finalement du jour au lendemain se retrouvent sans rien. Sans rien, et ils sont à la merci d'un régime qui les poursuit et doit faire face à cela. Donc on a des cas où des familles qui vont visiter le papa en prison, la maman se fait incarcérer, les enfants dans la rue. Donc il y a des cas assez dramatiques qui se passent. On entend des cas de torture, etc. Derrière les barreaux. Donc ça, c'est encore des informations à vérifier, bien entendu, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, la pression ne doit pas diminuer parce que le pouvoir, si vous voulez, après le fait d'avoir décrété l'état d'urgence, pense que tout lui est permis et qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Alors en fait, parmi ces journalistes qui ont été arrêtés, il y a aussi des écrivains, beaucoup d'écrivains ont été arrêtés. Il y a notamment Asli Erdogan, on en a beaucoup parlé, donc c'est une écrivaine turque. Je vous propose de regarder une petite séquence qu'on a réalisée la semaine passée. Donc il y a eu une soirée de soutien à Asli Erdogan qui a été organisée par les Midis de la Poésie à Bruxelles. Il y avait des lectures de ses livres qui étaient organisées. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Suivant un chemin où tout se perdait. Comme une étoile
J'aurais peut-être dû faire mon récit au passé. J'ai attaqué ma chanson dans le mauvais sens, par la mauvaise note. A n'a jamais pu terminer son histoire. Les cercles de l'enfer sont plus sinueux que la vie de l'homme. Tandis que les jours passaient, que les saisons se succédaient, il a tracé dans l'orbite du bâtiment de pierre des cercles qui, tour à tour, s'élargissaient et se rétrécissaient. Il a marché, marché, marché sans relâche, jusqu'à tomber sur les dalles, épuisé de fatigue, sur les chemins de la vie et les rivages de la mort. Il est resté tel un rouleau de parchemin froissé, devant les portes qu'il n'a jamais été autorisé à franchir. Asli Erdogan, en l'occurrence, est pour moi une auteure importante qui, en plus, avant même que l'actualité se passe autour d'elle, avait réussi à faire parler d'elle, avait réussi à faire parler de la littérature turque au-delà des frontières de la Turquie. Donc c'était déjà pour moi un écrivain qui a réussi à accomplir une forme de miracle en soi. Et tout ça en plus en n'ayant pas peur d'y perdre sa liberté notamment, d'y perdre son prestige, en n'ayant pas peur de s'attaquer à des sujets qui fâchent. Mais toujours en restant écrivaine. Comment ça se fait que des figures publiques ou autres, peu importe, perdent leur liberté dans l'indifférence la plus totale? Mais c'est parce que je crois que la plupart des gens n'ont pas le vrai goût de la liberté et n'ont pas cette liberté dans leur propre vie et ne sauraient pas vraiment quoi en faire s'ils l'avaient. Je veux dire, donc chacun, souvent inconsciemment d'ailleurs, fait un choix en réalité, fait le choix de ne pas vivre libre, mais bien, mais confortablement, mais durablement, mais dans la sécurité. Le chemin qui nous a menés ici est sans retour. Dedans, nuit et jour, la lumière est allumée. Tout est exposé à une clarté violente et impitoyable, et chacun est réduit à son ombre. À chaque question, il faut faire une réponse brève. Une destinée tient en quelques phrases. Il faut avouer. Le temps n'a plus d'autre sens. Si on concède sur la liberté, c'est tout le reste qui nous sera retiré de la même façon, avec la même facilité. Hein, c'est pas un deal, c'est un deal en monnaie de singe en fait. On ne pourra jamais nous offrir la sécurité, quand bien même on mettrait de nos propres mains notre liberté sur la table en disant prenez-la et donnez-moi la sécurité. C'est juste illusoire. Donc la meilleure chose qu'on puisse quand même faire, c'est de dire non à ceux qui nous demandent de leur remettre notre liberté entre leurs mains. Parce qu'on n'aura rien en retour. Alors, dans le sujet qu'on vient de voir, Kenan Gorgun nous disait que finalement c'était à chacun de défendre cette liberté et que c'était aux Turcs peut-être aussi à vraiment se choisir. Est-ce qu'ils voulaient une liberté d'expression ou ils voulaient un certain confort? Alors, Vincent Efling, comment expliquer finalement qu'au sein de la population turque, il y a encore un soutien vis-à-vis d'Erdogan, malgré toutes ces purges dont on a parlé, tous ces gens qui sont emprisonnés et arrêtés? Écoutez, il y a plusieurs causes. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la stratégie d'Erdogan, c'est la stratégie de la crise et du chaos. Donc quand le pays va mal, ou du moins il va faire semblant que le pays va vraiment mal, il va peut-être parfois instrumentaliser les choses pour créer un climat de crise ou un ennemi, il va se positionner en tant qu'homme fort, en tant que gage de la stabilité, celui qui sait tenir les rênes du pouvoir. Et dans la société turque, il y a quand même encore une grande partie de cette société qui aime ce modèle du leader fort, qui va centraliser le pouvoir. Et en fait, Erdogan est quelqu'un qui est extrêmement clivant. Vous n'allez pas trouver, ou très très peu de personnes en Turquie, qui ont un avis un petit peu mitigé sur Erdogan, mais sans plus. Soit ils le soutiennent à 100%, soit ils le détestent. Et au final, les gens qui le soutiennent, ils le suivent un petit peu aveuglément, parce que pour eux, c'est celui qui va permettre à la Turquie de s'en sortir, qui va lui rendre sa grandeur, pour reprendre un slogan qui est à la mode, et qui va assurer la stabilité du pays. À l'inverse, ceux qui ne le soutiennent pas, ils vivent dans la peur, ces gens-là, souvent. Quand on voit la répression qui est en cours, et quand on voit justement, à côté de cela, le soutien populaire dont jouit encore Erdogan, au lendemain du coup d'État, il y avait eu un sondage, il était à 67% d'opinion favorable. 67%. Bon, maintenant, avec les purges, la durée de l'état d'urgence, peut-être que le chiffre a changé, mais on n'a pas eu de nouveaux chiffres depuis lors. Mais imaginez bien que les gens qui sont opposés à Erdogan, ils ne sont pas tranquilles dans ce climat-là. Pour eux, c'est vraiment une chape de plomb au-dessus de leur tête. Oui. On va parler aussi de la laïcité en Turquie et de la liberté religieuse. Mais justement, pour introduire cette question-là, je voulais revenir vers vous, Mehmet Köksal, parce que vous me disiez que quand vous étiez donc, en Turquie le jour du coup d'État, dans les haut-parleurs des mosquées, il y avait des appels à soutenir Erdogan. Donc en tout cas, au niveau de l'islam et des mosquées, on le soutient fermement.
Mais l'islam organisé, donc il y a la direction des affaires religieuses qu'en Belgique on connaît sous le nom de Diyanet, donc c'est le nom officiel. C'est une institution, c'est un ministère donc des mosquées et de la religion islamique en Turquie. Et le jour du coup d'État et les 30 jours qui ont suivi, il y a eu des récitations continues des imams dans tout le pays. Donc la Turquie a 80 provinces et donc il faut savoir que dans tous les quartiers il y a des mosquées. Donc les imams étaient carrément instrumentalisés pour clamer haut et fort la grandeur du pouvoir et qu'il fallait défendre les institutions du pays, etc. Donc c'était un peu choquant pour les personnes qui pensent que la religion doit être séparée de l'État, etc. Parce qu'il y avait clairement des messages politiques qui transitaient à travers les haut-parleurs et qui rentraient dans la maison. Donc vous n'aviez pas intérêt à sortir en rue, personne ne l'aurait fait, ceci dit, mais je veux dire, c'est normal de le voir de la part des personnalités politiques, de défendre des institutions, la démocratie, les représentants démocratiques, donc le Parlement, etc. C'est anormal de le voir de la part des imams, des mosquées, bien sûr, ils peuvent faire l'appel à la prière, mais ils ne peuvent pas faire l'appel à la défense des institutions. Je trouvais qu'il y avait une certaine contradiction là-dedans, mais peut-être que c'est une nouvelle manière de voir la religion en Turquie avec Erdogan. Oui, parce qu'effectivement, officiellement, la Turquie est un État laïque, mais c'est une laïcité pas au sens où on l'entend vraiment en Belgique ou en France. Enfin, cela explique. Finalement, quelle est la vision de la laïcité en Turquie et comment elle a évolué ces derniers temps avec Erdogan? Oui, alors en Turquie, on va faire un petit retour en arrière. Avant l'instauration de la République turque moderne, avec l'Empire ottoman, vous aviez le sultanat et le califat. D'accord ? Donc le sultan était en même temps le calife, c'était le leader des croyants. Bon, c'est Mustafa Kemal, l'Atatürk, qui a supprimé le califat en Turquie. Et il a voulu instaurer la laïcité. Il a instauré la laïcité, mais c'est une laïcité où, certes, on ne laisse pas le religieux se mêler de ce qui se passe dans le politique, mais par contre, en Turquie, du moins c'était la vision voulue par Atatürk, l'État, la politique se mêle de ce qui va se passer dans le religieux. C'est-à-dire qu'il y avait un organe, un système de contrôle des mosquées qui était mis en place pour surveiller ce qui allait être dit dans ces mosquées, pour être certain qu'il n'y allait pas avoir des prêches qui allaient faire la promotion de l'islam politique et qui allaient nuire à cette idéologie de la nouvelle République de Turquie. Au final, quand Erdogan il a hérité du pouvoir, il a hérité de ces instruments. Et il a transformé ce qui était à la base un instrument de contrôle en un instrument de propagande pour justement faire la promotion de ces idées politiques au sein des mosquées. Est-ce que vous avez des exemples concrets finalement de la manière dont le politique se mêle du religieux ou inversement d'ailleurs en Turquie? Oui, il y a beaucoup d'exemples déjà dans la rhétorique d'Erdogan. Avant de passer aux exemples vraiment plus concrets, il y a déjà la rhétorique d'Erdogan dans laquelle il va ostraciser tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Il va ostraciser ceux qui boivent de l'alcool, simplement. Quand on voit les assises sur l'alcool en Turquie ont augmenté de 500% depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il assimile l'alcool à la criminalité, à la consommation de drogue. Il va s'en prendre aux femmes qui cherchent à avoir recours à l'avortement en les traitant de meurtrières. À ce niveau-là, d'ailleurs, il a supprimé la loi qui datait de 1983 sur l'avortement. C'était une loi qui date de 1983. C'était une loi très progressiste, surtout pour un pays où une grande partie de la population est musulmane, et cette loi autorisait l'avortement jusqu'à une période de 10 semaines après la conception. Eh bien, il a fait ramener ce délai à 4 semaines. En tant que femme, après 4 semaines, il est difficile pour vous de savoir que vous êtes enceinte. Et sur base de motifs religieux, parce que d'après les oulémas, c'est à 4 semaines que le fœtus notamment est doté d'une âme. Il a fait interdire l'alcool sur les vols intérieurs de Turkish Airlines, puisque l'État turc est l'actionnaire majoritaire de Turkish Airlines. Et il y a encore plein d'autres mesures comme ça, et notamment il a défini le rôle de la femme dans la société, en disant que le Coran attribuait un rôle à la femme, et que ce rôle c'était celui de la matrice reproductrice et de la femme au foyer. Oui, donc on voit quand même avec tous ces exemples, on sent qu'il y a quand même, le religieux prend plus de pouvoir en Turquie que ce que ça ne pouvait être il y a encore quelques années. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'on se focalise sur la religion, donc la Diyanet et les affaires religieuses en Turquie, mais il faut savoir que cette tentacule parfois a des impacts en Belgique. On a encore récemment découvert à travers des journalistes d'investigation dans la presse flamande qui ont publié des lettres confidentielles où le pouvoir turc demande aux dirigeants de mosquées en Belgique d'espionner les citoyens turcs en Belgique, sur le territoire belge, essayer de déceler ce qu'ils appellent les agents de FETÖ, donc cette organisation pro-Gülen terroriste, considérée comme terroriste par l'État turc, et de les rapporter afin que des poursuites soient engagées contre des
turcs, mais aussi des Belgo-turcs qui vivent sur le territoire ici en Belgique. Donc vous voyez que les problèmes dont on parle sont exportés jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Liège, jusqu'à Namur, et ça a un impact assez international. On en parle en Belgique, mais on en parle dans les Balkans, on en parle partout, quoi. Ah oui. Alors, dans les autres minorités qui sont attaquées, on va dire, où il y a des purges et qui sont des purges organisées par Erdogan, il y a évidemment les Kurdes. Alors, avant d'en parler, je vous propose de regarder une petite séquence qu'on a réalisée pour rappeler un peu l'histoire de la question kurde en Turquie. Les Kurdes, descendants des Mèdes, peuple qui vivait dans les montagnes iraniennes au 6e ou 7e siècle avant notre ère. Principalement musulmans sunnites, ils vivent entre 4 pays. Difficile d'obtenir les chiffres précis de la population kurde, mais on estime qu'ils sont 18 millions en Turquie, 2 millions en Syrie, 7 millions en Irak et 8 millions en Iran. Unifier tous les Kurdes sous une même appellation et sur un même territoire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, étant donné les politiques, étant donné leur position aussi, et aussi au fait qu'ils sont très dispersés parfois sur les territoires. Par exemple, les Kurdes de Syrie ne se trouvent pas sur le même territoire. Ils sont dispersés un petit peu partout, et d'ailleurs traversés par des populations arabes, et donc on ne peut pas dire que tous les Kurdes se situent dans tel endroit. Après la Première Guerre mondiale en 1920, le traité de Sèvres leur promettait pourtant un État kurde indépendant. Mais cette promesse a vite été oubliée par Mustafa Kemal Atatürk, premier président de la République de Turquie. En 1984, la lutte armée s'organise avec la création du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. 30 ans plus tard, Kurdes et Turcs se lancent dans un processus de paix, mais il est stoppé net par Erdogan. Nous sommes alors en 2015. Tout cela a disparu du jour au lendemain, probablement parce que Erdogan est en train de mettre en place une politique de type nationaliste qui est assez proche de celle d'Atatürk, et que donc en tant que minorité ethnique différente, cela ne correspond pas tout à fait à sa vision des choses. Il voudrait assimiler les Kurdes et donc qu'on n'en parle plus. Mais les droits de ce peuple est nié aujourd'hui en Turquie. Et ce n'est pas seulement nié en Turquie, parce que le président de la République Erdogan, il dit textuellement qu'il va empêcher, même si les Kurdes essayent d'avoir un statut politique en Syrie. C'est pour ça qu'ils sont aussi même entrés militairement en Syrie pour, soi-disant, empêcher que les deux cantons proclamés dans le Kurdistan de Syrie s'unissent sur le même territoire. C'est à ce point-là, la politique anti-kurde existe au sein des raïs de l'État turc. Depuis le coup d'État avorté de juillet, 11 députés du parti pro-kurde, le HDP, Parti démocratique des peuples, ont été arrêtés, dont les 2 coprésidents. Une façon pour Erdogan de faire taire la 3e force politique du pays. Alors, la question kurde, c'est une question complexe et c'est clair qu'on ne pourra pas aborder tout ici. Peut-être juste une réaction, Mehmet Köksal, par rapport à ce que vous venez de voir. Écoutez, je voudrais juste faire une critique dans le sens où c'est assez... j'imagine que c'est par des contraintes de temps, mais Erdogan, effectivement, on parle qu'il a détruit, etc. Mais c'était aussi le président qui avait le plus fait pour désamorcer ce problème. C'est lui qui a... C'est le premier président qui a entamé des négociations en direct avec Abdullah Öcalan, le leader du PKK. C'est celui qui a le plus investi dans le Kurdistan. Maintenant, il est en train de bombarder et de détruire ce qu'il a fait, mais je vous ai expliqué pourquoi, en fait, le changement politique... Oui, c'est ça. Comment on peut expliquer, du coup, qu'il y a eu un changement? Il s'est senti trahi en disant « J'ai tellement fait pour les Kurdes, ils votent quand même pour le HDP, je vais prendre la tangente nationaliste et faire alliance avec le MHP parce que je n'ai plus rien à gagner. » MHP, les nationalistes, voilà. Et donc, c'est cette stratégie qu'il faut comprendre, mais dire qu'Erdogan, c'est le grand méchant sur la question kurde, c'est un peu trop aller vite, considérant les pas historiques qu'il a fait sur cette question-là aussi.
D'accord. Vous vouliez réagir à Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, je rajouterai encore deux petites choses. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu la bataille de Kobané à la frontière entre la Turquie et la Syrie qui a exacerbé les tensions alors qu'on venait d'entamer seulement le processus de paix. Pourquoi? Parce que Erdogan ne voulait pas que les Kurdes de Turquie aillent aider le YPG, donc qui combattait l'État islamique à Kobané. Ça a vraiment suscité des tensions et ça a contribué au renouvellement de la violence. Et alors, il y a une autre chose aussi, c'est que lorsque Erdogan était dans sa manœuvre de rapprochement à l'égard de la communauté kurde, qu'est-ce qu'il faisait dans le même temps? Il diminuait le poids de l'armée en Turquie. Pourquoi? Parce que c'était l'armée qui se présentait à l'époque comme étant le garant de la sécurité, celui qui allait protéger le peuple contre les combattants du PKK. Et une fois qu'il a diminué le poids de l'armée en se rapprochant des Kurdes, finalement, il a affaibli le contre-pouvoir que constituait l'armée à l'époque. Alors, aujourd'hui, finalement, l'avenir de la Turquie, ça va être quoi? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut stopper, finalement, cet autoritarisme et ce mouvement qui est en cours, cette descente aux enfers, on va dire, qui est en cours en Turquie? Est-ce que ça pourrait passer, par exemple, par l'économique? On sait que la Turquie se porte de moins en moins bien économiquement, alors qu'il y avait eu de nouveau de belles avancées à ce niveau-là sous Erdogan. Voilà, votre avis là-dessus? Écoutez, il y a un modèle qu'on peut clairement suivre pour changer la Turquie. C'est le modèle de Poutine. On l'a vu, ça a été testé. Donc, un an d'embargo touristique, un an d'embargo économique qui a étouffé l'économie turque, a fait en sorte qu'Erdogan a complètement changé. Il a été présenté ses excuses à Poutine et il a refait la paix. Donc, je crois que si l'Europe veut suivre un modèle pour convaincre Erdogan, c'est un modèle à la russe qui pourrait aider à débloquer, à convaincre parce qu'il faut savoir que même si Erdogan déteste l'Europe, pour des raisons conjoncturelles, il est tellement dépendant de l'Europe pour les investisseurs, les investissements, les entreprises, les créations d'emplois et la stabilité. Et donc, quelque chose qui arrive à vraiment avoir un impact sur Erdogan, c'est le niveau économique et le bien-être des citoyens en Turquie. Peut-être juste un dernier mot, Vincent Effling, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais voilà, sur l'avenir de la Turquie. Oui, je comprends la logique exposée. Je serais peut-être moins optimiste quant au fait que ce modèle de la Russie puisse fonctionner, notamment parce qu'il y a une contrainte en Europe que la Russie n'a pas, c'est que la Russie n'est pas occupée avec un processus d'adhésion comme l'Europe est occupée à l'heure actuelle avec la Turquie. Et le problème, c'est que si maintenant on impose des sanctions et qu'on gèle complètement ce processus d'adhésion... On l'a gelé. Oui, qu'on l'a gelé, oui, pardon, je me suis mal exprimé. Si on l'arrête définitivement, au final, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de faire augmenter le sentiment anti-européen en Turquie qui a déjà fortement augmenté ces dernières années. Et en plus de ça, ceux qui sont opposés à Erdogan et qui regardent l'Europe avec espoir comme étant un contre-pouvoir qui pourrait les aider, ils risquent au final de perdre cet espoir. En tout cas, on va suivre la situation en Turquie. On sait qu'il y a des modifications de la Constitution qui sont prévues. Il y a un référendum qui aura lieu et qui renforcera encore les pouvoirs du président. Donc, ce sera l'occasion d'y revenir. Alors, juste deux choses avant de nous quitter. Je vous rappelle le titre, le livre d'Asli Erdogan qu'on a vu dans la séquence, donc Le bâtiment de pierre, publié aux éditions Actes Sud. Je vous rappelle aussi un documentaire Turquie en état laïque qui avait été réalisé par le Centre d'action laïque en 2014, mais qui reste plus que jamais d'actualité. Alors, Vincent Effling, donc je rappelle, chercheur à l'UCL, Mehmet Koksel, donc de la Fédération européenne des journalistes. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.